Il est 13 h en temps universel, 13 h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Bientôt, une piscine olympique et un garage-école à Abobo. Le Premier ministre était hier dans la commune où il a procédé à une cérémonie conjointe de lancement des travaux de construction des piscines olympiques qui devront s'étendre sur tous les districts d'Abidjan. Reportage à suivre en tout début de journée. Conformément aux accords de Yaoundé, la 5e édition de Grand African Nemo a eu lieu récemment sur la façade maritime du golfe de Guinée. 17 pays partageant le même espace d'eau ont pris part à l'exercice en haute mer, des activités tenues sous la coupole de la France et qui vont permettre aux différentes marines de renforcer leur capacité. Xi Jinping a été reconduit ce dimanche pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois lors d'un vote à huis clos à l'issue du 20e congrès du PCC. Il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Il devient ainsi le dirigeant le plus puissant de la Chine depuis le fondateur du régime. La peau, c'est l'organe le plus grand et le plus lourd du corps humain, avec 16% de notre poids. Sa santé ne doit pas être négligée. Grains de beauté qui changent d'aspect, taches cutanées, boutons, chutes de cheveux, tous ces éléments peuvent se révéler de simples désagréments esthétiques ou être plutôt signes de maladies dermatologiques récidivantes et de cancers cutanés. Ils peuvent être les symptômes visibles de maladies internes. Peau et maladies internes, c'est justement le thème du 4e congrès de la Société de dermatologie d'Afrique francophone, couplé aux 5e journée ivoirienne de dermatologie qui a eu lieu récemment. C'était donc il n'y a pas très longtemps, du 11 au 15 octobre. Et c'est aussi notre sujet du magazine du dimanche. Notre invité est dermatologue, dermato-vénérologue, c'est professeur Joseph Elidje Ekra. Bienvenue, professeur. Bonjour, M. Diaby. Notre peau, professeur, c'est l'un de nos biens les plus précieux. Comment on en prend soin? Mais quotidiennement, en se lavant 2 fois par jour, en la protégeant contre les agressions de l'environnement. Et puis, je peux dire que en l'hydratant aussi quotidiennement pour lui donner son éclat et lui permettre de vivre comme tout organe. Son éclat, hein? L'éclat, ce n'est pas l'éclat des pigmentations. Non, l'éclat n'est pas la dépigmentation. D'accord. Oui. Le message est bien entendu, mais on va y revenir plus en profondeur tout à l'heure, pendant un quart d'heure, professeur. À tout à l'heure. Merci. 2 projets phares pour la commune d'Abobo, une piscine olympique et un garage-école pour tous les passionnés du secteur. 2 projets pour le bonheur donc des populations. Le top départ de leur mise en œuvre a été donné hier samedi par Patrick Hachi. Le Premier ministre est allé procéder au lancement conjoint des travaux en présence des autorités municipales et de notre reporter Alexis Ouedraogo qui nous en donne les détails maintenant. Avec une population estimée à plus de 50% de moins de 30 ans, le développement des structures éducatives, culturelles et sportives reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement il y a quelques semaines des travaux du CHR d'Abobo, ce samedi, le Premier ministre est dans la commune pour le lancement de 2 grands projets, aisance aquatique et garage-école. Abobo est très fière et heureuse de compter parmi les communes privilégiées qui verront la construction sur leur sol de ces piscines olympiques. Cette sympathique cérémonie coïncide avec le lancement d'un autre acte majeur dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le projet de construction de ce garage-école qui se matérialise ce jour est une formidable opportunité pour nos nombreux jeunes et artisans intervenant dans le secteur de la mécanique automobile. Le projet garage-école va regrouper sur un même site une école et un garage, permettant aux apprenants d'évoluer en situation réelle en réparant et entretenant les véhicules de particuliers. Le garage-école accueille, qualifie, diplôme et accompagne les jeunes attirés par une autre manière d'apprendre les métiers de la mécanique automobile à travers une pédagogie innovante qui est d'apprendre en faisant. Les jeunes développent ainsi leur savoir-faire et leur savoir-être de façon à s'épanouir et répondre aux besoins de la filière automobile.
50 jeunes seront retenus par session de formation pour des durées de 4 mois, formés à la mécanique automobile et aux métiers connexes. Une formation sanctionnée par un CQP puis ouvert sur les CAP, BT, DTS et autres diplômes d'ingénieurs. À côté de cette nouvelle, un autre projet tout aussi important, Aisance Aquatique, qui veut créer en Côte d'Ivoire les conditions optimales à la pratique de la natation. Le projet prend en compte la réhabilitation des piscines de Bouaké et Bingerville, ainsi que la construction des piscines d'Atekoubé, Yopougon, Marcory, Koumassi et Abobo. Depuis l'indépendance de notre pays, l'État n'a jamais autant investi dans le sport que pendant ces 5 dernières années. Ce programme a également vocation d'aider à la formation des formateurs, à la promotion de la natation en Côte d'Ivoire en tant que discipline sportive. Mais vous le savez, nous avons une pandémie dans notre pays. Ce sont les maladies cardiovasculaires et l'AVC, et la piscine est un outil de rééducation. D'un coût global de 15 milliards de francs CFA, ce projet va engendrer de nombreux emplois directs et indirects. Pour le Premier ministre, l'enjeu est unique, améliorer les conditions de vie des jeunes. En dehors du divertissement, tout sport, que ce soit le football ou autre chose aujourd'hui, tout sport peut vous permettre de devenir un athlète de haut niveau qui fait rayonner le nom, l'image et le drapeau de son pays dans les firmaments de toutes les compétitions continentales et mondiales. Et on peut avoir des médaillés d'or ici à Abobo en natation. On est également ici pour construire, on a dit, une école garage. L'objectif de ce garage, d'abord, avant tout, c'est de prendre les mécaniciens actuels et de les envoyer là-bas en recyclage pour apprendre à réparer les nouveaux modèles de voitures qu'ils n'ont jamais vus. Pour qu'ils sachent réparer tous les nouveaux modèles de voitures qui sortent. Et c'est pour les jeunes qui sont sortis de l'école, qui n'ont pas pu continuer et qui sont intéressés par la mécanique, à leur apprendre ce que c'est que la mécanique, l'électricité, la tôlerie, la peinture auto, pour qu'eux aussi puissent gagner leur vie. C'est ça le projet garage-école. Et le gouvernement voit plus grand pour Abobo. Tu auras l'un des meilleurs stades du pays. Tu auras le plus grand centre hospitalier du pays. Tu auras la plus belle piscine olympique du pays. Tu auras les plus belles voiries du pays. On est en train de faire un échangeur là-bas, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Tu auras le plus beau marché du pays. Madame la ministre, moi-même, je dois revenir bientôt pour lancer le plus grand lycée scientifique des filles de Côte d'Ivoire, ici à Abobo. Le mot transformation structurelle que le président dit régulièrement, là où il prend le mieux son sens. Parce que, comme vous l'avez dit, on sait où était Abobo, on sait où est Abobo, mais surtout, on sait où va Abobo. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes ces populations qui ont été patientes, qui ont été loyales, qui ont été engagées, qui vous ont soutenu et à qui vous, l'homme, qui mieux que quiconque connaissez le sens de la gratitude, est en train de le leur rendre au centuple. Des annonces qui ont donné le ton à la fête cette fin de semaine dans la commune Zo. L'exercice majeur Grand African Nemo, organisé récemment, a rassemblé 17 des 19 nations riveraines du Golfe de Guinée et 8 nations partenaires, dont la France. Grand African Nemo, c'est le rendez-vous annuel majeur de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Et cette édition avait pour objectif de partager les savoir-faire et d'améliorer le niveau opérationnel des participants en matière de lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux et de sauvetage en mer. Ces exercices en haute mer permettront aux différentes marines de renforcer leurs capacités à l'effet de venir à bout de criminalité multiforme à travers les océans et les mers. Ils traduisent donc la volonté des amis du Golfe de Guinée et des marines du Golfe de Guinée de mutualiser leurs efforts
en vue de sécuriser la façade maritime. Ces activités militaires maritimes, connues sous le vocable Gano 22, sont le fruit de la coopération entre la France et les amis du Golfe de Guinée. Pour lutter contre la criminalité en mer, il faut pouvoir travailler à plusieurs. Un seul pays ne peut prétendre à pouvoir éradiquer l'ensemble des menaces, donc il faut pouvoir travailler avec ses voisins. Et cet exercice, il est là pour ça, pour que les différentes marines du pays de Golfe de Guinée puissent travailler ensemble et contrer les menaces ensemble. La 5e édition, Grand Nemo 2022, a engagé des vecteurs de la Marine nationale dans une zone prédéfinie, les centres opérationnels nationaux et régionaux et des administrations de l'action de l'État en mer, conformément à l'application du code de conduite issu du processus de Yaoundé. Quand vous prenez les différents axes de l'architecture de Yaoundé, il y a 5 axes majeurs qui se dégagent. Le premier axe, c'est la formation et l'entraînement de nos hommes. Le second axe, c'est l'équipement en moyens adéquats de nos marines. Le troisième axe, c'est les échanges d'informations entre les marines au regard du caractère transfrontalier des menaces. Le quatrième axe prend en compte en fait la mise en place d'un cadre juridique pour la prise en charge du continuum mer-terre des contrevenants. Même si le Golfe de Guinée est loin pour l'instant d'être épargné des crimes maritimes transnationaux, tels que la piraterie maritime, les vols à main armée, le trafic de stupéfiants et la pratique de pêche illégale non déclarée et non réglementée, l'interopérabilité des différentes forces navales africaines pourra substantiellement juguler le mal. Un reportage de Frédéric Oulaï, commenté pour vous par Abou Oussanogo. Et justement, le poisson photon était au cœur d'un atelier à Grand-Bassam, dans le sud de Comoé. Un atelier qui avait pour thème mécanisme de fixation et de suivi du photon, circuit de distribution de ce poisson. Les acteurs de la filière et les administrations publiques concernées s'y sont réunis pour en débattre. C'était en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques. Depuis Grand-Bassam, le reportage de Dangui et Ariel Ago. Amélioration de la disponibilité du photon ou poisson garba sur le marché. Les autorités jouent la carte de l'approche participative et de la concertation avec les acteurs de cette filière. En témoigne la tenue de cet atelier de 2 jours qui rassemble tous les maillons de la chaîne de distribution du poisson garba et les administrations publiques concernées autour des problèmes que rencontre ce secteur d'activité. La sécurité alimentaire, notamment en ressources halieutiques, constitue une priorité absolue donc, pour le gouvernement de Côte d'Ivoire qui veille à assurer la disponibilité des protéines halieutiques de qualité à des prix accessibles pour tous les ménages sur les marchés ivoiriens. En Côte d'Ivoire, les thonidés et espèces associées tiennent une place de choix, tant dans le domaine économique, social que nutritionnel. Il constitue de façon significative, en effet, à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les milieux urbains. Sessions plénières et travaux en commission vont ponctuer cet atelier de réflexion qui promet, entre autres, d'informer tous les acteurs sur le circuit de distribution du photon et surtout d'amener ceux-ci et les administrations concernées à convenir d'un mécanisme de fixation et de suivi du prix du poisson garba. Les autorités ivoiriennes préparent les prochaines négociations sur le commerce des services dans le cadre de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Cela porte sur la prévisibilité de la réglementation d'accès au marché et sur le cadre de la réglementation intérieure. Le gouvernement et le secteur privé ont planché récemment sur la liste des engagements spécifiques de la Côte d'Ivoire. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Le commerce des services couvre 12 secteurs, mais la première série d'engagements spécifiques concerne 5 domaines prioritaires qui seront libéralisés. Il s'agit notamment des services fournis aux entreprises, des services de communication et du numérique, des services financiers, des services relatifs au tourisme et au voyage et des services de transport. Les modalités de négociation s'effectuent sur la base des principes d'équité, d'équilibre et d'avantages mutuels. Il s'agit là d'une opportunité pour les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et les groupes vulnérables d'accéder et de participer de manière plus équitable au commerce des services. Initié par la coopération allemande GIZ,
Cette sensibilisation impliquant les opérateurs économiques a surtout pour objectif de renforcer la compétitivité des services par la réduction des coûts des affaires, l'amélioration de l'accès au marché continental, les investissements nationaux et étrangers, et même la promotion du développement industriel ainsi que des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire est membre de l'OMC, donc sa liste d'engagement n'est pas différente de celle qu'elle a déjà fait valoir au niveau de l'OMC. Sauf qu'au niveau de la zone de libre-échange, on demande aux États parties de faire une ouverture beaucoup plus grande que ce que nous avons déjà offert à l'OMC. La zone de libre-échange continentale africaine vise entre autres à créer un marché unique pour les marchandises et les services afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique telle qu'énoncée dans l'agenda 2063. Pour Korogo, la cité du Poro. C'est la ville qu'a choisi la SCAD pour lancer cette semaine les 3e journées de promotion scientifique. La SCAD, c'est l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Les défis du développement durable en zone tropicale sèche, voilà le thème de cette 3e édition à laquelle a pris part le ministre-gouverneur Issa Coulibaly. Ensuite, la correspondance d'Ami Sissoko. Les défis du développement durable en zone tropicale sèche, cas de la région du Poro en Côte d'Ivoire. C'est ce thème global qui a guidé les travaux de la 3e édition des journées de promotion scientifique de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, à l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. Les universités régionales et leurs structures de recherche sont virtuellement des acteurs incontournables du développement durable. Dans un tel scénario, l'on ne saurait écarter le poids de cet autre acteur holistique que représente l'Académie, entendu ici, non pas comme une province administrative de l'éducation et de la formation, mais comme une société savante. La conférence inaugurale a été prononcée par l'ex-ministre de la Santé, Thérèse Ndri-Yoman, sur les politiques de santé en Afrique face aux crises sanitaires mondiales liées aux pandémies d'origine infectieuse. Les maladies infectieuses émergentes émergent actuellement à un rythme sans précédent, avec des impacts sanitaires menaçant la vie, des impacts économiques et financiers, socio-culturels, avec des risques d'aggravation de la pauvreté chez les populations vulnérables. Pour le ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Coulibaly, parrain de la cérémonie, ces travaux de l'ASCAD augurent de bonnes perspectives quant aux aléas climatiques qui secouent son district, dont le plus récent est la menace des insectes ravageurs, du cotonnier, les jacides. Ils ont les cheveux blancs, mais ils sont verts, comme du bois vert, parce que le cerveau continue à travailler. Que nous cessions en termes de culture, tels que les consommateurs de la sous-culture, les sous-valeurs des autres, qu'ils appellent civilisation, en qualifiant les nôtres de savoir traditionnel. Durant 3 jours, les académiciens ont partagé leur savoir avec les étudiants et les enseignants à travers plusieurs conférences qui ont meublé la 3e édition des journées de promotion scientifique de l'ASCAD. Elle vise à promouvoir aussi les échanges entre les chercheurs ivoiriens et internationaux. Nous sommes dans la région du Poro, on va y rester encore un moment. On va à Nadanaka, à ce petit village donc, de la région du Poro. Cette semaine, les membres de l'ONG UADS ont célébré les femmes rurales de la sous-préfecture. Une célébration marquée par une remise d'équipements agricoles dans le but donc d'améliorer les conditions de travail des femmes de la localité. Charles Tatou a assisté à la remise de dons. L'ONG UADS attendait par là Union des associations pour le développement des savanes veut apporter sa contribution à la réponse aux conditions difficiles de vie et de travail de la femme rurale. Elle est l'initiatrice de la célébration des femmes rurales de Korogo. Célébration qui a eu pour cadre le village de Nadanaka. Pour le président de l'ONG, Silué Zevolo Gaussou, cette célébration vient pour féliciter et encourager les braves paysannes des villages de la sous-préfecture de Korogo.
voulons attirer l'attention de nos parents, non seulement envoyer les enfants à l'école, mais à prendre soin de la femme rurale qui est le moteur de la famille et du développement. Quant au parrain de la cérémonie, Coulibaly Lanzeni, il se réjouit de cette initiative. Je compte regrouper ces femmes-là, ces braves femmes, en coopérative, les former, les structurer et pouvoir les aider à ce qu'elles puissent bénéficier de la culture qu'elles font. Des équipements modernes de travail offerts aux femmes de Nadanaka, notamment une broyeuse et une machine de culture de riz. En plus de ces équipements agricoles, l'ONG UADS a distingué plusieurs acteurs de développement en faveur de la ville de Korogo, dont le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, pour son initiative de célébration de l'excellence en milieu scolaire. Le député Latine Ouattara, pour l'attention qu'il accorde aux jeunes, Kone Daouda Soubafolo et Coulibaly Lanzeni pour leur sens d'affaires et leur contribution à la création des richesses. De retour à Abidjan, rendons-nous à la Friedrich Naumann Foundation for Freedom, où s'est tenu récemment un atelier de formation des auditeurs citoyens des politiques publiques. Un atelier qui s'inscrit donc dans le cadre de la promotion de la gouvernance participative, la reddition des comptes et les mécanismes de bonne gouvernance pour un développement inclusif. Willy Kwa et Didier Nguessan pour le reportage. La gouvernance participative donne le droit aux citoyens de s'ingérer dans les affaires publiques et de contribuer à lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Fondation Friedrich Naumann, en collaboration avec la Confédération suisse, a mis en place le projet d'appui à la gouvernance par le contrôle des citoyens. L'ambassade de Suisse est un partenaire de ce projet justement pour sensibiliser, former les citoyens, les organisations de la société civile pour qu'elles puissent faire valoir leur droit de regard sur l'activité du gouvernement. Et le projet PAGOG ici, donc le projet d'appui à la gouvernance par le contrôle citoyen, vient pour sensibiliser, vient pour éduquer, renforcer les capacités des populations pour qu'enfin elles soient là pour gérer les affaires qui les concernent en propre. La lutte contre la corruption est un cheval de bataille du gouvernement à travers ce ministère dédié. Plusieurs actions clés ont été réalisées. Je vais en citer quelques-unes. La mise en place d'une plateforme de dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées, dénommée Spatia. La conduite d'opérations coup de poing contre la corruption dans les services publics, des contrôles inopinés. L'organisation d'une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre la corruption, l'appui à la mise en œuvre de dispositifs de conformité anticorruption au sein de certaines entreprises, le lancement de 2 prix d'excellence en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, et plus récemment, le ministère vient d'achever l'organisation d'une série de 9 ateliers de co-construction du plan national de formation en matière de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Grâce au mécanisme de bonne gouvernance, la Fondation Friedrich Naumann compte mener à bien ce projet. Un mot de religion dans ce journal. Nous sommes dimanche. Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure, c'est-à-dire qu'il a charge d'âme d'une paroisse. Il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le souhaitent. Le père Valentin Djoman est par exemple le tout nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Atekoubé. À l'occasion de l'inauguration de son ministère pastoral, Franck Quadio, notre reporter, s'est intéressé à ses attributions et au rôle véritable que joue le curé dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique romaine, le curé est le premier responsable de la charge pastorale paroissiale. Il est nommé par l'évêque, dont il est le représentant sur la paroisse à Saint-Joseph Artisan dans la commune d'Atekoubé. La communauté paroissiale a un nouveau curé. Il s'agit du père Valentin Djoman et l'inauguration de son ministère est ponctuée par une messe d'action de grâce. Rassembler le peuple de Dieu, annoncer l'évangile à temps et à contre-temps et entretenir la paix, la joie, l'amour dans le cœur des fidèles. Entre autres défis que compte relever le nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Atekoubé. Pour la réussite de cette mission, le père Valentin Djoman a l'appui des fils de la commune. Le ministre Paulin Claude Danhaut, par ailleurs député maire de la commune d'Atekoubé, a fait un don en nature au nouveau curé de la paroisse pour l'aider
dans sa nouvelle tâche ainsi qu'à l'équipe presbytérale de la paroisse pour l'achèvement de la chapelle en construction. Don Paulin compte également apporter sa contribution. Quant au père Valentin Dioman, il comptabilise 33 années de vie sacerdotale. Il a été ordonné le 9 juillet 1989 par feu le cardinal Bernard Yago. On en vient maintenant au rendez-vous des catalyseurs du développement. Cette initiative du ministère catholique de transformation et de développement, donc rendez-vous au cours duquel des conférences, des formations et du networking sont tenues afin d'ériger des acteurs de changement social. C'est un moyen pour l'Église de jouer pleinement son rôle d'agent de développement. Les précisions de Jean-Marc Djedji. La rencontre des catalyseurs du développement est un événement périodique qui rassemble hommes d'affaires, entrepreneurs, cadres, employés et personnes en quête d'opportunités issues de toutes les couches de l'environnement socio-professionnel. Ce rendez-vous d'échange matérialise un des piliers phares du compendium de la doctrine sociale de l'Église catholique, à savoir la promotion du développement intégral humain. Initié depuis 2019 sous l'égide de la communauté mère du Divin Amour, à travers le ministère catholique de transformation et de développement, la 4e édition des catalyseurs du développement a eu pour thème « Faire éclore son talent pour une vie de triomphe ». Celui qui a découvert son talent, celui-là le fructifie. Il a conscience qu'il a le talent. Alors il travaille à développer ce talent. Et c'est parce qu'il travaille à développer ce talent qu'il entre dans l'abondance. Donc il a la faveur, il est dans le plan de Dieu. Ça permet en fait à cette personne-là d'évoluer et d'être épanouie et de réussir. Ce brassage d'expériences organisé autour de conférences, prédications, panels et networking est une plateforme tout indiquée pour réussir sa vie à la lumière de l'Évangile et impacter remarquablement la nation. C'est la fin d'un faux suspense. Xi Jinping a été reconduit ce dimanche pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois lors d'un vote à huis clos à l'issue du 20e congrès du PCC. Il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Il devient ainsi le dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong, fondateur du régime. Lors d'une allocution, Xi Jinping a assuré que le monde a besoin de la Chine, saluant les 2 miracles réalisés dans le pays, c'est-à-dire un développement économique rapide et une stabilité sociale sur le long terme. Mais aussi un pays qui a quand même enregistré jusqu'à 5226 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Nous sommes au chapitre COVID-19. À travers le monde, ce sont 6,58 millions de personnes qui ont été tuées par le virus pour un total de 627 millions de malades. Les chiffres en Côte d'Ivoire sont les suivants. 2 nouveaux cas recensés hier samedi, 87 693 cas confirmés en Côte d'Ivoire, 827 décès et 38 cas actifs. Les autorités de santé continuent de recommander le respect des gestes barrières et le vaccin anti-Covid. On va au magazine du dimanche. Notre sujet est aussi en rapport avec la santé. On va parler des maladies dermatologiques et de leurs conséquences. Notre invité nous a rejoint en plateau. Bienvenue encore, professeur. On va suivre 7 éléments vidéo, puis on se retrouve pour en parler. Merci. Après la 2e assise à Bamako, au Mali, en 2018, c'est à Abidjan que les experts en dermatologie de l'Afrique francophone ont posé leurs valises pour la 3e assise. Dans les centres de santé périphériques des pays du Sud, les maladies de la peau sont les 3e et 4e motifs de consultation, ce qui explique d'ailleurs la mobilisation de 17 pays d'Afrique à ces assises d'Abidjan autour des initiatives de la Fondation Pierre Fabre. La téléexpertise en dermatologie, c'est une solution qui est déjà déployée dans plusieurs pays d'Afrique. Ça consiste à former des médecins et des infirmiers dans les centres en périphérie pour qu'ils puissent traiter eux-mêmes les pathologies simples et les pathologies complexes. Ils ont la possibilité de demander l'expertise des dermatologues. Au menu de ce rendez-vous de réflexion, la vulgarisation des résultats des recherches en dermatologie des experts et la pénurie de médecins spécialistes.
Partenaires au développement et spécialistes, ainsi que les autorités, sont tous unanimes de l'urgence à mener des actions en faveur de la prise en charge des patients, notamment la situation des personnes atteintes d'albinisme. Ces différentes rencontres si enrichissantes demeurent de précieuses contributions pour orienter les décisions politiques. Les problèmes cutanés constituent un véritable problème de santé publique, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les pays d'Afrique. La diversité de leur origine, la transversalité et les caractères souvent graves de ces pathologies pouvant mettre en cause le pronostic vital des patients requiert un engagement conséquent des praticiens de la santé que vous êtes. Refermant ses portes, la 3e assise à Abidjan a fait place au 4e congrès de la Société de dermatologie d'Afrique francophone. Il est couplé avec la 5e édition des Journées ivoiriennes de dermatologie. C'est un reportage de Frédéric Olaï, Sidonie Davila et Arnaud Kofi. Professeur Elijah Ekra, Joseph, vous êtes dermatovénérologue. La dermatologie comprend le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies de la peau. Et la vénérologie, elle traite des maladies vénériennes sexuellement transmissibles. Mais très souvent, on associe les deux spécialités. Pourquoi? Nous sommes venus trouver cette association. Je pense qu'il y a un point commun. Et la porte d'entrée de beaucoup de maladies vénériennes, eh bien, c'est la peau. D'accord. Et on vient d'assister au 4e congrès de la Société de dermatologie d'Afrique francophone. On l'a vu dans l'élément tout à l'heure. Et puis, c'était couplé aux 5e journée ivoirienne de la dermatologie-vénérologie du 11 au 15 octobre dernier. Quel bilan vous faites de ce congrès panafricain? Un bilan positif. Notre objectif était de rassembler tous les dermatovénérologues de l'espace francophone d'Afrique noire. Et ils sont venus nombreux, environ 350 participants. Et puis nous avons abordé le lien entre la peau et les maladies qui sont cachées, qui sont à l'intérieur de notre corps. Et donc nous avons partagé les fruits de nos recherches et je pense que le bilan est positif. Tout le monde est reparti satisfait par rapport au retour que nous avons. Notamment aussi les jeunes dermatologues. Ah oui, c'est surtout pour les jeunes dermatologues parce que les aînés étaient là. Ils sont là pour partager leur expérience avec les plus jeunes et donc assurer la relève. Pour qu'ils sachent reconnaître la présence de signes dermatologiques donc utiles au diagnostic. Oui, très bien, parce que le dermatologue, il utilise des lésions élémentaires. C'est un peu comme les notes de la musique pour écrire du solfège pour écrire la musique. Et là, nous avons des lésions élémentaires et à travers ces lésions élémentaires, nous pouvons détecter certaines maladies cachées et nous leur apprenons à reconnaître ces signes-là pour que le malade puisse être bien pris en charge. Professeur Ekra, des dermatologues, il y en a très peu en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et on note aussi une inégalité dans la répartition des praticiens sur tout le territoire ivoirien. Vous n'êtes quelques dizaines seulement. Non, nous sommes autour d'une soixantaine, répartis le plus souvent à Abidjan parce que la formation est prise en charge par le médecin lui-même. Et actuellement, nous en avons à Boaké, il y a un service au CHE de Boaké, à Korogo, à San Pedro, à Beauville, à Azopé. À Boisseau. À Boisseau également. Et actuellement, nous sommes en train d'en redéployer parce que sous l'ordre du ministère de la Santé, d'en redéployer dans les 33 régions de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est question de rapprocher les spécialistes. Dans les régions donc et districts, ce qui fait 33. Mais pourquoi aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, toutes les régions ne sont pas couvertes? Vous allez me dire parce que vous n'êtes pas nombreux. Oui, d'abord nous ne sommes pas nombreux. Et puis la préoccupation première de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de former des médecins généralistes. Maintenant, avec le développement, l'État se rend compte qu'il faut aussi des spécialistes. Et l'État est en train de redéployer tous les spécialistes dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons été convoqués, nous, sociétés savantes, par le ministère de la Santé, et ordre a été donné aux différentes structures de formation, les écoles de formation, de doubler nos capacités de formation pour que d'ici
quelques années, la Côte d'Ivoire puisse couvrir les 33 régions. Et il faut dire qu'à la base, hein, vous, dermato-vénérologue, vous êtes médecin généraliste. Ah oui, il faut environ 7 à 8 ans, voire 10 ans de formation pour être médecin généraliste, et puis 4 ans de formation encore pour être médecin spécialiste. Mais entre les deux, il faut pratiquer la médecine générale, parce que pour être un bon spécialiste, il faut d'abord un bon médecin généraliste. D'accord. C'est coûteux, la formation? Ah oui, actuellement, c'est autour d'1 million, sans compter la documentation, ceux qui viennent d'ailleurs... 1 million l'an, hein? 1 million par année. Parce qu'il faut s'inscrire à l'université et effectivement s'inscrire aussi dans nos écoles. D'accord. Le thème du congrès qui vient de s'achever le 15 octobre dernier, c'était peau et médecine interne. Oui. Quelle signification et puis quelle est son importance, ce thème? Vous l'avez dit, la peau est l'organe le plus visible, le plus lourd. Et très souvent, nous, dermatologues, nous sommes parfois étonnés de cette belle phrase que vous avez l'habitude de nous dire. Peux-tu jeter un coup d'œil sur ma peau? Alors, nous sommes partis pour montrer à tous que la peau peut exprimer sa maladie, mais la peau peut exprimer également les maladies internes. Et donc, la peau, si on veut voir, est le transparent des maladies internes. D'accord. Et il existe des maladies rares dermatologiques. Pouvez nous présenter quelques cas cliniques? Oui, mais les maladies rares dermatologiques, vous en avez devant vous, c'est l'albinisme. Oui, ben c'est rare. Bon, peut-être qu'on en voit fréquemment, mais je pense que c'est ce que nous c'est rare? Oui, c'est rare pour moi, puisque tout le monde n'en fait pas. Et tout le monde n'en fait pas. Et donc, si vous en voyez, vous étonner. Mais je pense que c'est une des maladies qui est plus proche de nous. Sinon, les autres maladies, on va vous donner des noms. Ce n'est pas ça. Une phacomatose pigmentosa, ça ne vous intéresse pas. Mais je pense que ce qui est si vous me dites en français plus simple, ça m'intéresse pas. Donc, vous voyez, c'est une malformation qui va associer une coloration de la peau associée à une autre coloration, des tissus de la peau à une autre coloration vasculaire. Donc, en tout cas, nous avons les syndromes, les maladies rares. Oui. Mais ce que nous voulons essayer de faire comprendre ici, ce n'est pas le nom des maladies rares, mais plutôt amener les patients, les clients que nous recevons à comprendre qu'une pathologie dermatologique peut vous amener à une maladie interne. Une maladie grave même. Grave. Et de nombreuses pathologies présentent des manifestations cutanées. Vous pouvez nous en donner quelques exemples, professeur? Des maladies internes. Des maladies internes. Même une urticaire commune. Vous avez une urticaire, ça peut être l'expression, si vous voyez que ça dure, ça peut être l'expression d'une maladie de l'estomac, par exemple. Ça peut être l'expression d'une maladie de plusieurs organes qu'on appelle les maladies systémiques. Donc, vous voyez que malgré le fait que vous pensez souvent à une allergie alimentaire, mais si vous voyez que ça persiste, il faut penser à des maladies internes. Et c'est là le rôle du dermatologue. Lui, il doit aller au-delà de ce qu'il voit. Il doit aller au-delà du médecin généraliste. Et quel est le rôle essentiel justement du dermatologue dans la prise en charge du diagnostic? Mais le malade, le rôle, c'est de mettre le client, le malade qui est devant lui, en confiance. On dit qu'il n'y a pas de médecine sans confidence et il n'y a pas de confidence sans confiance. Et donc, si vous voulez aller au diagnostic de votre maladie de dermatologie, il faut créer cette confiance-là pour que le malade s'ouvre à vous. Il vous donne les petits signes, les détails, le mot qui va vous orienter vers une maladie interne. Et à partir de là, vous allez examiner, compléter votre interrogatoire et aller donc au diagnostic, qui peut être une maladie de la peau, mais qui peut aussi être une maladie interne. Et la peau, vous l'avez dit, a des rôles vitaux. C'est à la fois protectrice de l'organisme contre les agressions extérieures et régulatrice de la température corporelle. Oui. La peau a également pour fonction d'alerter le cerveau en cas de danger. Mais la peau, professeur, ce n'est pas que ce que l'on voit. La peau, c'est 3 couches quand même. Oui. L'épiderme. L'épiderme et l'hypoderme. Et l'hypoderme. Oui. Leur rôle? Non, mais l'épiderme, il est à l'extérieur. Visible. Visible, il contribue à échanger
avec le milieu extérieur, va réguler notre perte en eau, et ainsi de suite. Mais au niveau de l'hypoderme, c'est une couche, vous voyez que c'est constitué de graisse et autres. C'est une zone tampon qui va permettre d'amortir un peu les chocs et autres. Et donc la peau est là pour ça. Ce n'est pas fait au hasard. Il y a la sensibilité qui s'y trouve, il y a la protection contre les rayonnements ultraviolets qui s'y trouvent à travers la mélanine que nous colore en noir. Il y a ces couches qui vont amortir le choc que nous recevons parfois de l'extérieur. Et on dit que la peau, c'est un organe cible fréquent de maladies systémiques. Ah oui, les maladies, comme je l'ai dit, la peau exprime le chagrin des maladies qui sont cachées à l'intérieur de nous. Si vous souffrez du cœur, la peau a sa manière d'exprimer cette souffrance-là. Si vous souffrez du foie, la peau a sa manière d'exprimer cette souffrance. Même quand vous souffrez de vos intestins, la peau a sa manière de l'exprimer. Et là, il faut que nous attirions l'attention de nos jeunes collègues dermatologues pour qu'ils prennent le temps de l'examen. C'est ça qui est important, le temps de l'examen, le temps de créer la complicité entre le client et lui pour que, enfin, nous puissions aboutir aux vrais résultats. Sinon, les premiers signes que vous voyez, ça peut être parfois un leurre. J'ai même ouï dire qu'un dermato de votre rang, un bon dermato, donc, en regardant une personne, rien qu'à voir sa peau, la couleur, s'il est pâle ou pas, peut déterminer l'état d'esprit de cette personne. Oui, mais bon, suspecter. Parce que le matin au réveil, on peut savoir si vous avez bien dormi rien que par les plis de votre visage. Si vous souffrez d'une maladie interne, d'une fièvre, rien que par le teint de votre peau, on peut savoir si vous avez une fièvre. Rien que par les battements des ailes du nez, on peut savoir que vous souffrez d'une maladie pulmonaire ou d'une maladie cardiaque. Rien que par la couleur de vos lèvres, on peut savoir si vous êtes mal oxygéné ou pas. Rien que par la couleur de votre paume, nous pouvons savoir si vous souffrez, si vous avez un ictère hépatique, ou bien vous avez une destruction des globules blancs, ou bien si vous êtes anémié. Ah ouais. Donc la peau est pour moi le transparent de toutes les maladies. De toutes maladies. Est-ce qu'une plaie cutanée, professeur, ou de simples démangeaisons peuvent amener à une maladie interne? Mais oui, j'ai pour mémoire une plaie cutanée qui avait pour le patient une représentation socio-culturelle, un génie qui le fatiguait, un pied qui était pour lui source de sorcellerie ou de plaie chronique. Et là, à l'examen, nous avons constaté que c'est une maladie connue par les dermatologues. Et dans le cas du bilan, nous avons découvert une pathologie interne. Il s'agit bien d'une maladie qu'on appelle le pyoderma gangrenosum. Donc, vous voyez qu'à travers une plaie chronique, ce n'est pas simple. La plaie chronique même peut se cancériser. Et donc, ça demande une surveillance. Quant aux démangeaisons, ça peut cacher, tenez-vous bien, une hépatite. Ça peut cacher un cancer du sang. Et donc, si vous avez des démangeaisons qui continuent, qui ne cessent pas, venez. Et là, le médecin va vous examiner, va compléter l'examen de la peau par d'autres examens. Et alors, nous allons découvrir cette pathologie que vous cachez. Et même une simple allergie médicamenteuse. Hein, ah oui, l'allergie médicamenteuse, c'est la peau qui va l'exprimer en premier lieu. Mais dans le cadre d'un bilan, nous allons nous rendre compte que le rein est touché, que le foie est touché, que le tube digestif est touché. Et donc, vous voyez que la peau va alerter. Mais le médecin qui ne sait pas aller au-delà de ce premier signe, qui n'est qu'en fait un leurre, va passer à côté des maladies internes qui font la gravité de ces pathologies-là. Professeur, quels sont les éléments qui peuvent agresser notre peau? Il y a l'environnement, le soleil par exemple. Mais quoi d'autre? Oui, mais les germes qui sont dans l'environnement, les germes, si vous n'avez une mauvaise hygiène, parce que quand vous prenez la peau qui est là, il y a des milliards et des milliards de microbes là-dessus qui vous protègent contre les germes de l'environnement qui sont plus agressifs. Et donc, si vous avez une mauvaise hygiène, eh bien, vous allez
ensemencer ces germes-là, permettre à ces germes-là de se greffer sur votre peau et donc pulluler sur la peau et vous donner des maladies. C'est pour ça qu'il faut se laver 2 fois par jour pour essayer de les éliminer. D'accord. L'hygiène donc ensuite? Mais il y a aussi, je peux parler de la dépigmentation cutanée. Qui est un problème. Qui est un problème. C'est un problème grave. Les études montrent qu'environ, si mes souvenirs sont 30% des femmes se dépigmentent. Mais le drame, c'est la compréhension de la dépigmentation par nos parents. Parce que sinon nos mamans, sœurs, filles, prendre un hydratant, un émollient dans une pharmacie homologuée par l'État du Côte d'Ivoire, ce n'est pas se dépigmenter. Or, beaucoup de ces produits hydratants qui sont dans ces pharmacies-là sont des dépigmentants. Nous pouvons les détecter et leur donner des conseils. C'est pour ça qu'il les conseille, si vous voulez un produit hydratant, il faut venir voir un dermatologue. Le stress aussi est un ennemi de la peau. Oui, le stress est un ennemi également de la peau. Nous avons beaucoup de pathologies qui sont associées au stress, telles que le lichen plan, qui est associé au stress, tels que les plis du visage, ils sont associés également au stress, même l'herpès. Dernière question, réponse très rapide, en 30 secondes, professeur. Qu'est-ce que je fais si je pense être concerné par une maladie interne ou par un problème de peau? Mais quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le terrain du territoire, c'est utiliser le système sanitaire. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous voyez l'infirmier, vous voyez la sage-femme. S'ils sont dépassés par la maladie, ils vont référer au médecin le plus proche. Le médecin le plus proche, lorsqu'il est dépassé aussi par cette pathologie, doit pouvoir référer au spécialiste. C'est pour ça qu'on dit que la limite de tout médecin, c'est sa conscience. Le maître mot, le moindre mot, c'est bien donc la consultation. Il faut consulter. Merci. Ne rien banaliser, consulter. Ne rien banaliser. Et puis, il y a aussi des maladies de la peau chez les enfants. C'est d'ailleurs leur lot quotidien, les rougeurs. Ah oui, très souvent ici, nous avons les boutons à la suite des piqûres de moustiques. Nous avons des rougeurs entre les plis. On en a. Mais il y a aussi des malformations. Nous voyons beaucoup de malformations. Et c'est d'une tristesse grande. Vous voyez un jeune couple premier-né, malformation, qui cherche une guérison, alors que vous savez qu'il n'y a pas de guérison. Mettez-vous un peu à sa place et voyez plutôt la deuxième naissance, comment ce couple-là va accepter cette grossesse, comment ce couple-là va aller. Va être accompagné dans cette deuxième grossesse. Et les enfants qui connaissent aussi des éruptions cutanées. Ah oui, beaucoup d'enfants ont des éruptions cutanées par rapport aux allergies, mais par rapport aussi à la chaleur, les boutons de sueur également, nous en avons. Ce qui nous ramène à dire, il faut consulter. Merci. Il faut consulter et c'est ce qu'il faut faire. Merci, professeur. Oui. Professeur Elijah Joseph Ekra, merci d'être venu nous instruire sur ce sujet ô combien important. Merci et un contact, professeur. 07 84 09 78. Merci. 07 84 09 78. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance. RTI 1, toujours. Merci.